Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, vous l'aurez compris, nous allons évoquer la question de l'énergie, sujet que nous avions programmé il y a quelques semaines déjà, mais qui prend tout son sens avec l'actualité récente. Et pour nous accompagner dans le dossier de l'écho des solutions, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici en studio et à distance 3 invités. Tout d'abord Antoine Hamon, PDG de la société Live, qui nous rejoindra au moment du dossier, qui produit dans l'ouest de la France de l'hydrogène vert. Je vais y arriver. Et oui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut produire de l'hydrogène vert. On en saura plus d'ici quelques minutes. Et puis avec moi en studio, Guy Ourkabi, vice-président de la FNRCC, qui est le syndicat, qui est la fédération des syndicats d'énergie des territoires. C'est à peu près ça, Guy ? C'était FNCCR. FNCCR, ça c'est mon côté dyslexique. C'est pas grave. On va évoquer avec vous justement cette question de l'énergie dans les territoires, comment elle s'invite dans les territoires, comment aujourd'hui on prend en compte cette question énergétique, qu'elle soit de l'ordre de la chaleur urbaine, mais aussi de la rénovation, de l'électricité pour les voitures, c'est ce qu'on verra avec vous. Et Benjamin Frémaux, que nous avions reçu il y a quelques mois déjà pour parler des agropelés. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup. Donc vous êtes président de la société IDEX, une société qui travaille sur la chaleur urbaine et qui permet à nous de pouvoir être chauffés grâce à cette chaleur. On en saura un petit peu plus. Et puis vous êtes aussi le monsieur énergie de l'Institut Montaigne. On verra avec vous justement cette question sur les enjeux énergétiques en France. Et puis bien sûr nos 7 minutes pour changer le monde. Nous continuerons dans le domaine énergétique, mais cette fois-ci l'énergie solaire avec Hugues Defréville qui est le dirigeant et fondateur de la société Newit. Quelques chroniqueurs en vacances. Donc ça va nous permettre de passer un peu plus de temps avec nos invités. Puis notre invité éco est avec nous en studio. C'est assez rare pour le souligner. Bonjour Niels Pedersen. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général du Global Compact. C'est cette association qui porte la question des objectifs du développement durable au niveau des entreprises. On verra avec vous d'ici quelques instants de quoi il retourne. Tout particulièrement parce que vous avez publié au mois de janvier un baromètre et puis parce que la députée LRM Florence Provendier a déposé sa feuille de route auprès de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. On verra ça avec vous d'ici quelques instants. Mais je voudrais passer quelques petites secondes avec vous, quelques minutes avec vous, Benjamin Frémaux, pour parler justement de cette crise, de cette guerre qui frappe les portes de l'Europe et qui pose différentes questions. Je le disais dans l'édito, questions énergétiques, questions alimentaires, questions économiques. Sur la dimension énergétique, est-ce qu'il faut réellement être inquiet dans les... alors c'est le côté peut-être un peu anxiogène de cette question, mais est-ce qu'il faut vraiment être inquiet de cette crise énergétique qui semble arriver, puisqu'on sait que l'Est, la Russie et l'Ukraine sont des gros pourvoyeurs de gaz? Oui, je pense que les termes du débat sont ceux-là. L'Europe importe 40% de son gaz de Russie et la France à peu près 20%. Donc la crise énergétique qui était déjà présente avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, la crise s'exacerbe et on a vu à l'entrée des chars russes en Ukraine les prix du gaz sur le marché de gros très fortement augmenté. On était déjà à 90 euros le mégawattheure, on est passé à 130. Ce matin, on était redescendu au-dessus de 100. C'est des prix qui sont extrêmement important pour que les auditeurs comprennent. Il y a un an, on était autour de 15 euros le mégawattheure. Donc on parle d'un x8, x10 sur les prix de marché de gros pour le gaz qui sert aux uns et aux autres à se chauffer, à nos industriels fonctionner. Donc on est dans une crise majeure. Oui. On est dans une crise majeure. Est-ce que, selon vous, on est face à une envolée tendancielle en attendant de voir ce qui se passe, ou est-ce qu'on rentre, alors peut-être pas dans le 3e choc pétrolier, mais dans un choc énergétique majeur dont il va falloir prendre les conséquences pour il y a indéniablement un choc, puisque j'ai parlé des prix du gaz, mais sur le pétrole, sur l'électricité, c'est la même chose. C'est la même chose. On a des fondamentaux des phénomènes conjoncturels liés à l'après-Covid, avec une forme de reprise mondiale généralisée, avec la Chine qui essaye aussi de se désintoxiquer du charbon et qui est une grosse consommatrice de gaz, notamment de gaz naturel liquéfié. Et donc, il y a des fondamentaux pour que les prix de l'énergie fossile augmentent. C'est très clair. Et vient se rajouter à ce substrat fondamental une crise géopolitique
qui entraîne nécessairement une hausse à court et moyen terme des prix du pétrole et du gaz. Lorsqu'on regarde les forwards, c'est-à-dire les prix futurs des fossiles, on reste sur des niveaux qui sont extrêmement élevés à horizon 1 an, 2 ans. Et donc il faut s'attendre à ce que... Et qu'il était déjà avant même cette crise. Exactement. Et donc il faut s'attendre à ce que les prix du gaz, les prix du pétrole restent encore élevés plusieurs années. Alors moins de gaz, moins de pétrole, comment est-ce que la France peut faire face à court et moyen terme à cette crise ? Il va falloir qu'on la prenne en compte pour développer peut-être de nouvelles solutions. Alors, il y a les réponses d'urgence déjà. Il faut bien comprendre que l'État a répondu avec des aides massives aux consommateurs d'électricité et de gaz, en milliards d'euros, puisqu'il a gelé les tarifs réglementés de vente du gaz. Il a gelé les augmentations prévues d'électricité d'EDF pour les consommateurs d'EDF. Et donc on est sur une politique en dizaines de milliards d'euros. L'ordre de grandeur, c'est 15 à 20 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par l'État pour permettre aux consommateurs de passer l'hiver, entre guillemets. Mais on voit bien que ce type de mécanisme, ça va pas fonctionner. Il n'est pas très durable. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il ne vient pas résoudre le problème fondamental de notre désintoxication aux fossiles. Et les montants dont je parle là, c'est très très supérieur à ce que l'État met sur la table, on va dire, tous les ans pour permettre justement aux collectivités locales de s'équiper en réseau de chaleur, ou autre type d'énergie renouvelable locale. Donc il faut, le vrai problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que les moyens qu'on met sur la table pour répondre à court terme à la crise, c'est une réponse essentiellement sociale, pouvoir d'achat. C'est autant de moyens qu'on n'aura pas. Mais c'est pas une décision stratégique. C'est autant de moyens qu'on n'aura pas pour répondre de manière durable à notre désintoxication des fossiles qui est absolument nécessaire. Alors on évoque la nécessité de l'indépendance énergétique, c'est ce que vous venez d'évoquer. Ça semblait assez irréaliste. Est-ce qu'on ne rentre pas dans quelque chose qui devient utopique désormais ? Non, je pense qu'il faut. L'objectif de zéro émission de CO2 en France, il est tout à fait réaliste. Il faut qu'on poursuive cet objectif. C'était un objectif qui était à un horizon relativement lointain il y a encore quelques années. Et évidemment, avec la crise actuelle, cet horizon, il a vocation à se rapprocher. Donc, il faut accélérer la décarbonation de nos territoires. Ça aura un effet évidemment sur nos émissions de CO2, c'était l'objectif premier, mais ça aura aussi un effet sur l'indépendance énergétique du pays et qui redevient un objectif prioritaire presque sur la lutte contre le changement climatique. On le verra peut-être dans le dossier de l'éco des solutions. Peut-être que tout ça c'est un accélérateur. On verra ça avec tous nos invités. Merci beaucoup Benjamin Frémaux de nous avoir permis de faire ce petit point d'actualité. Je vous propose de retrouver notre invité éco parce qu'il y a aussi de l'actualité du côté des solutions. Et c'est Niels Pedersen, délégué général du Global Compact, qui est avec nous en studio, qui est notre invité. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, donc on retrouve Niels Pedersen. Vous êtes donc délégué général du Global Compact, une association qui a été voulue par l'ONU afin de regrouper les entreprises soucieuses de s'engager à remplir les 17 objectifs du développement durable. On en parle assez régulièrement dans l'écho des solutions. Vous avez publié en janvier dernier un baromètre des objectifs du développement durable et des entreprises. Première question, ce baromètre, vos adhérents, cette notion d'ODD, au-delà de vos adhérents, cette notion d'ODD, elle est bien ancrée dans les entreprises ? Alors, en fait, les ODD, vous avez parlé, mais le pacte mondial, c'est d'abord 10 principes. Et ça qui est intéressant, c'est une articulation entre à la fois 10 principes qui concernent les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et l'anticorruption, qui est un socle, qui est un cadre de valeurs, et les ODD qui sont un chemin, c'est-à-dire quel chemin veut-on atteindre en 2030. Ça, c'est les balises, c'est les panneaux, les panneaux pour suivre le chemin. Et c'est intéressant parce que on le voit bien, l'entreprise qui cherche à se transformer, elle a aussi besoin de savoir dans quel cadre et qu'est-ce qui est possible et vers où on se dirige et quel est l'horizon que collectivement nous voulons atteindre. Donc oui, les entreprises, en tout cas les entreprises membres du Global Compact s'emparent des ODD parce qu'elles ont bien compris que c'était un chemin et c'est aussi encore une fois une façon de dialoguer, c'est-à-dire à la fois en interne mais aussi en externe avec ses parties prenantes mais aussi avec ses salariés. On voit aujourd'hui sur la grande démission la recherche de sens aussi des salariés mais aussi des consommateurs et on voit bien que sur les sujets aujourd'hui tels que l'énergie, on a besoin de savoir vers où on se dirige. Et donc c'est bien
globalement et collectivement et mondialement la nécessité de s'embarquer dans, je dirais presque une aventure commune, puisqu'aujourd'hui les défis qui sont devant nous nécessitent des solutions. Alors est-ce que les entreprises dans leur globalité connaissent ces objectifs et y adhèrent? Alors y adhèrent très certainement, peut-être un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'elles en font sans le savoir. Mais est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'on sait quels sont ces 17 objectifs et comment elles se les approprient? Je vous fais deux réponses. Les adhérents du Global Compact, oui, ce qui est plutôt rassurant. Évidemment, les entreprises qui ne sont pas adhérentes au Global Compact peuvent les connaître, et on voit bien, et vous posiez là tout à l'heure la question du rapport de Florence Provandier, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que finalement les entreprises sont acteurs et sont motrices dans les objectifs de développement durable, et pour beaucoup sans le savoir, parce que pour beaucoup elles font de la RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise ou du développement durable sans le savoir, mais voilà, c'est aussi une limite, mais parce que aussi c'est un principe de réalité, et que bien souvent la mise en œuvre des ODD c'est aussi du bon sens. C'est pas simplement, souvent d'ailleurs on pense que les objectifs de développement durable ce sont des cibles extrêmement compliquées, alors ça peut l'être si on rentre évidemment dans chacun des 169 objectifs, mais de réduire ses émissions carbone en soi c'est pas très compliqué, c'est plutôt une volonté, et de se dire de réduire sa dépendance au gaz par exemple, au pétrole, c'est une question de volonté, c'est pas une question d'objectif ou de cible. Alors justement, vous parliez de RSE, finalement, est-ce que les ODD c'est un accomplissement de la RSE dans sa globalité? Certains appelleraient ça la performance globale. Oui, ça donne du sens, c'est-à-dire on peut voir la RSE comme de la compliance, comme de la norme. C'est une façon de faire de la RSE effectivement, mais c'est aussi une façon de donner de la chair, du sens, de l'orientation et d'embarquer. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, souvent on a du mal à faire de la politique en France parce qu'on considère que c'est réservé à la sphère des hommes et des femmes politiques. La politique c'est quoi? C'est juste la définition d'un horizon commun et d'un cadre de vie collectif. Et donc l'entreprise, elle est contributrice de ce cadre de vie. C'est un choix sur un territoire donné de construire un méthaniseur, une usine ou pas d'ailleurs. Et donc l'entreprise elle fait ses choix tous les jours, et donc les ODD elles offrent ce cadre, encore une fois ce cadre de dialogue. Et ce qui est intéressant c'est que on dialogue pas avec soi-même, donc on dialogue avec la puissance publique, avec l'État, avec les collectivités locales, on dialogue avec les organisations de la société civile qui ont aussi évidemment des opinions parfois très tranchées, on dialogue aussi avec les citoyens qui sont des consommateurs, et donc c'est un moment où on se met autour de la table et on dit mais voilà, on sait où on va aller mais on sait pas comment, et donc comment on crée des solutions et comment on crée de l'innovation, et d'ailleurs comment on crée aussi parfois des marchés. Est-ce que cette notion des ODD ne peut ne pas être perçue pour certains comme une voie supplémentaire parmi tous les dispositifs qui existent déjà? Alors si on croit s'acheter de la bonne volonté en mettant en œuvre les ODD parce qu'on a effectivement affiché 2 ou 3 ODD, ça ne veut rien dire. Et l'intervention de Benjamin est intéressante, tout est lié. C'est-à-dire que c'est pas la question de l'énergie prise de manière intrinsèque. Dans les crises qui sont actuellement devant nous, la crise de la Covid-19, la crise du climat si c'est pas une question énergétique, la crise aussi de la biodiversité, c'est lié évidemment. Donc on voit bien que les 17 ODD, ils sont interdépendants. Et donc c'est pas un par rapport à l'autre. Après on peut avoir des objectifs évidemment prioritaires dans sa mise en œuvre. Et donc effectivement croire que simplement s'embarquer dans les ODD qui sont une grammaire commune est suffisant, non, bien sûr que non. C'est une invitation encore une fois à se projeter dans un futur commun. Quels sont... Alors, Benjamin, vous voulez intervenir? Je pense que IDEX est une entreprise qui a au son cœur stratégique des objectifs RSE et des objectifs de développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour une entreprise, c'est indispensable de rentrer dans ce cadre-là, ne serait-ce que pour continuer à attirer les nouvelles générations qui sont hyper demandeuses. Donc c'est un bon levier de marque employeur, c'est ce que vous voulez dire, Benjamin? C'est pas seulement un levier, c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'odez pas du sens à ce que vous faites et que vous n'inscrivez pas votre démarche dans les objectifs de développement durable, demain votre entreprise est morte parce que vous n'aurez pas les talents qui viendront contribuer à votre effort. Et je pense que l'initiative du Global Compact est très importante, très intéressante pour les entreprises, y compris comme des entreprises comme IDEX qui sont très motrices sur la RSE, parce que ça donne cette grammaire et ça donne ce cadre dont on a besoin pour avancer. Il y a peu d'entreprises qui se réfèrent directement aux 17 objectifs du développement durable, j'ai envie de dire dans leur rapport RSE. La seule que j'ai vue, mais il y en a peut-être d'autres, vous me détromperez Nils si vous en connaissez d'autres, c'est Legrand.
qui très clairement a construit toute sa politique RSE autour des 17 objectifs du développement durable. Mais il y en a peut-être d'autres. Alors moi j'ai un prisme déformant parce que je suis des membres du Global Compact qui tous communiquent sur les objectifs de développement durable. Donc les 1500 entreprises, donc c'est-à-dire à la fois l'ensemble du CAC 40, du SBF 120, les ETI et les PME communiquent au travers, dans leur reporting j'entends, sur les objectifs de développement durable. La question c'est effectivement comment l'entreprise peut cocher les 17 objectifs de développement durable, et par définition c'est compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment, parce que j'entends souvent la critique de l'ODD picking, l'ODD washing, ok très bien, il y a un moment c'est aussi comment on commence et comment on structure sa démarche. On ne peut pas du jour au lendemain, et la question énergétique, on en parlait hors antenne tout à l'heure, elle est une question complexe parce qu'on voit bien qu'elle nécessite du temps, de l'acculturation, des démarches réglementaires et législatives, et donc les ODD c'est aussi s'embarquer dans un chemin. Dernière question, Niels Pedersen. Quels sont pour vous les enjeux sur les 5 prochaines années ? On l'a vu, Laurence Provendier a remis un rapport à Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition énergétique. En gros, c'est le guide universel. Il a été présenté comme ça pour l'application des ODD. Ce que rappelle Florence Provendier, c'est que la France a une feuille de route, que en fait très peu la connaissent. Quand je dis très peu, au-delà des entreprises, et l'État c'est peu connu. L'État français a parfois aussi du mal, et si on regarde juste au niveau parlementaire, ont du mal parfois à simplement évoquer les mots des ODD, alors qu'en fait la réalité c'est qu'ils sont bien présents dans leur esprit. Et donc à un moment c'est aussi un changement de mindset, d'état d'esprit, c'est-à-dire à un moment voilà, il nous reste 8 ans pour agir très concrètement, pour transformer notre société, et il faut pas se mentir, on se transforme pourquoi ? C'est juste pour survivre en fait. La question du climat, à 3 degrés ça paraît pas grand-chose. C'est pour qu'il y ait encore une humanité dans quelques dizaines d'années. Et qu'on puisse juste vivre de manière décente, c'est pas autre chose. Si on veut vous rejoindre très rapidement sur le site internet, Global Compact, c'est ouvert à tous. Toutes les entreprises de plus de 10 salariés peuvent nous rejoindre. Les associations, non. Les associations peuvent, et elles peuvent. C'est moins prégnant pour elles, notre credo, mais elles peuvent dès lors qu'elles sont dans une démarche de responsabilité des organisations. Merci beaucoup, Niels Pedersen. Et nous, on va faire une petite pause musicale puisque Pierre Collignon est en vacances cette semaine. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour évoquer la question de l'énergie, mais on a déjà bien commencé le débat de toute manière. Kissing us for knocking at everyone's door. So we run away smiling, but keeping up the fighting. You better not forget, there's only one earning all. I got 1 minute only to get your attention. 100 pick-up lines come to my head, I can't say what. Taking every case at once, and it's you and I reaping all. I got 1 minute only to get your attention. 1,000 bigger guns come to my head, can't say what's but the only one we're looking for is the one that made our day.
C'était Blossom Rosiana sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions qu'on a déjà un petit peu ouvert d'ailleurs tout à l'heure. L'écho des solutions, RCF. Voilà, donc on ouvre donc le dossier de l'écho des solutions, un dossier qui, vous l'avez compris, s'invite au débat puisqu'on va parler d'énergie aujourd'hui avec nos trois invités. Antoine Hamon nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur des opérations de la société Life. La société Life étant une société qui produit de l'hydrogène vert. Vous nous en direz peut-être un petit peu plus tout à l'heure, surtout comment on peut produire de l'hydrogène vert, puisque c'est une des questions souvent sur l'hydrogène que l'on se pose. C'est que finalement la consommation de carbone pour le produire est parfois plus importante que le bénéfice. Et vous avez peut-être trouvé une solution. Vous nous l'expliquerez d'ici quelques instants. Guy Ourkabi, qui est avec nous, qui est le vice-président de la FNRCC. Est-ce que j'ai dit toutes les lettres ? FNCCR. Je suis toujours dyslexique. Qui est la Fédération nationale des syndicats des territoires qui s'occupent de la question de l'énergie en particulier. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Et puis Benjamin Frémaux, que vous avez déjà entendu au début de cette émission, président de la société IDEX et aussi Monsieur Énergie à l'Institut Montaigne. On va évoquer avec vous cette question de l'énergie. L'énergie est au cœur des préoccupations, au cœur de ces élections présidentielles. Et donc c'est invité de par l'actualité. Benjamin Frémaux, je vais commencer par vous. Emmanuel Macron a annoncé à nouveau de l'implantation du nucléaire. Finalement, c'est peut-être un bout de réponse à cette crise énergétique qui arrive. Ah oui, Emmanuel Macron se rend compte que, effectivement, pour décarboner le mix français, on a besoin d'électricité et d'électricité renouvelable ou nucléaire, deux types d'électricité qui n'émettent pas de carbone. Et il s'avère que notre parc nucléaire est vieillissant. Il a été créé dans les années 80, donc il a 40 ans, c'est l'âge nominal de construction. Et donc, de toute façon, il va falloir remplacer ou fermer un certain nombre de centrales dans les années qui viennent. Quand on voit le temps que prend la construction d'un réacteur, je rappelle que Flamanville 3, le dernier EPR en construction sur le sol français, a été lancé en 2006. Ça donne un peu les échelles de temps qu'il faut pour lancer un programme comme celui-là. Donc, ce qui est un peu étonnant en fait dans la démarche, et si on va avoir un œil un peu critique sur le quinquennat, c'est que Emmanuel Macron, candidat en 2017, s'était mis dans la continuité de François Hollande sur ces sujets énergétiques, en approuvant la fermeture de Fessenheim, en expliquant qu'il fallait redescendre à 50% du mix. Et puis, il s'est frotté aux réalités, au réel. Et en fin de quinquennat, il y a un peu un revirement avec la conviction qu'il faut relancer massivement la construction de centrales. On a le sentiment aussi que ce revirement est lié aussi au changement de la présidence de l'Europe, puisque la présidente de l'Europe a tout de suite mis en place un Green Deal qui était certainement dans les tuyaux, dans les cartons, mais elle en a fait vraiment un objet de sa mandature et de sa présidence. Oui, je pense que au-delà de ça, Emmanuel Macron et le gouvernement français se rendent compte que nos solutions sont pas le champ des solutions. Non, mais le champ des solutions n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que il va falloir sans doute pousser des feux très forts sur toutes les solutions renouvelables, que ce soit électrique ou biomasse. On en parle trop peu dans notre pays, et pousser en même temps les feux sur la reconstruction d'un parc nucléaire décarboné. Et donc, les difficultés sont telles dans tous ces champs, que ce soit on peut prendre l'exemple de l'éolien ou l'éolien offshore. On voit que c'est très long et très compliqué de faire émerger des projets dans ce domaine-là en France, que ce soit dans la biomasse, que ce soit dans le nucléaire. Tout ça est très long, prend du temps, et donc avancer sur tous ces faits en même temps, c'est devenu, d'une certaine manière, la réponse d'un gouvernement qui s'est frotté aux réalités pendant 5 ans. Et Guy Ourkabi, vous, avec votre regard de vice-président de fédération, vous avez la même analyse que Benjamin Frémaux ? Oui, j'ai la même analyse que lui. C'est vrai que notre parc nucléaire a vieilli. Aujourd'hui, on le voit, il y a une dizaine de réacteurs qui sont à l'arrêt. Et du coup, il a fallu remettre en marche des centrales à charbon et des centrales à gaz. Avec les problématiques qu'on connaît. C'est paradoxal, ça. C'est paradoxal. On reproduit du CO2 qu'on balance dans la nature à plein poumon. C'est pas bon. Et d'autant plus que le charbon a vu son prix exploser du fait du coût des transports à travers la terre.
Ça arrive de loin. Ça émet beaucoup de carbone pour arriver jusque-là. Ensuite, ça en reproduit en brûlant. Et puis le gaz, pareil, le gaz a été remis en marche. Les centrales sont en train de tourner. Donc on est dans une situation assez caricaturale de ce qu'il ne faut pas faire. Il y aura bientôt peut-être plus de gaz. Donc Antoine Hamon, finalement, vous êtes un peu presque vous arrivez en sauveur avec votre hydrogène là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord avec les gens autour de la table. C'est un mix qu'il va falloir pour résoudre nos problèmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule solution qui va résoudre l'ensemble des problèmes. Si on voit le problème énergétique globalement, il faut réduire tout d'abord nos consommations d'énergie, mais il reste néanmoins que 70 à 80% de l'énergie qu'on utilise, c'est pas de l'électricité. Donc c'est nous ce qu'on propose en produisant de l'hydrogène vert, c'est justement plutôt c'est de remplacer les énergies fossiles. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hydrogène il y a un marché, hein, il y a des usages de l'hydrogène, sauf que l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui, et il est produit à partir d'énergie fossile, donc de gaz naturel essentiellement, et il émet énormément de CO2. Et donc l'enjeu, et c'est ce qu'on a développé chez Life, c'est de vraiment développer des unités de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables pour pouvoir remplacer les énergies fossiles par une énergie qui n'aurait pas un vecteur énergétique qui n'aurait pas émis de CO2 d'un bout à l'autre de sa chaîne. Benjamin Frémaux, est-ce que on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que les crises qui arrivent, on l'a vu sur le domaine de la santé finalement, ou la pandémie qu'on vient de traverser, souvent quand on est face à une crise, c'est un accélérateur d'innovation. Vous avez le sentiment que sur la question énergétique, on va peut-être accélérer parce que on va pas finalement avoir le choix, on va se retrouver face au mur, même si on aurait pu l'anticiper. Hein. Alors, vraisemblablement, il va y avoir une accélération de notre effort de décarbonation. Comment se passer de gaz, de pétrole, de fuel ou de charbon. Donc ça, c'est clair, ça va arriver. Le problème, c'est un problème de cinétique, c'est un problème de constante de temps. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces projets, ça se prépare, ça s'étudie, ça se construit, ça se finance, et tout ça est très long et très compliqué. Et on risque d'avoir un petit problème de constante de temps avec une crise qui est là, qui est à nos portes, hein, qu'on va subir. Des réponses court terme qui sont extrêmement coûteuses, comme je l'ai expliqué, et puis des solutions de plutôt moyen terme qu'il faut absolument engager, avec toujours malheureusement du côté de la puissance publique la croyance que le problème va se résoudre de lui-même. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions renouvelables, biomasse, biogaz, hydrogène, qui existent et qui deviennent compétitives au prix des énergies fossiles du jour. Mais on peut avoir la tentation du côté des collectivités ou d'autres donneurs d'ordre que le gaz va redevenir compétitif un jour, et donc attendons, ne changeons rien, etc. Et je pense que c'est ça un peu le risque avec les problèmes de constance. Alors Guy Urkabi, dites-nous tout. Vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin? Vous voyez plutôt des territoires qui ont tendance à dire ça va redevenir compétitif, on attend, ou plutôt des territoires qui sont agiles et qui foncent vers de nouvelles formes d'énergie renouvelable, biomasse, solaire, hydrogène et j'en passe? Aujourd'hui, on voit plutôt tous nos syndicats d'énergie notamment et toutes nos collectivités concédantes à travers le territoire qui sont réunis au sein de la FNCCR, au contraire se liguer pour arriver à produire localement. On s'amuse à dire chez nous que c'est le potager du mix énergétique local. Le circuit court de l'énergie, c'est ça ? Un circuit court de l'énergie, oui, avec derrière toutes les possibilités qui sont utilisées. L'hydraulique, lorsque l'on peut mettre des petites centrales sur des prises d'eau. Les panneaux photovoltaïques, lorsque l'on peut en mettre, que ça soit au sol, et ça on essaye d'éviter un petit peu. Mais par contre, beaucoup d'ombrières. Moi, je vois sur mon territoire de la Nièvre, c'est ce que nous faisons, des ombrières. On est en train de couvrir des circuits. C'est des panneaux photovoltaïques un peu plus hauts que d'habitude,
sous lequel on gare les voitures. D'accord. Voilà, et c'est le cas par exemple au circuit de Manicourt dans la Nièvre. Donc quoi, ça permet de recharger les voitures grâce aux panneaux solaires qui sont au-dessus. Et puis de produire de l'électricité que l'on met sur le réseau tout de suite. Et on est en train de couvrir et on parlait d'hydrogène tout de suite. Et bien sur cette production-là, on a prévu de faire un parking couvert d'ombrières qui permettra de produire de l'électricité, avec cette électricité, de l'hydrogène. Alors comme Benjamin Frémaux s'est invité dans l'invité éco, je rééquilibre en donnant la parole à Niels. Non, mais juste un point, c'est qu'on voit bien que nos ressources sont limitées, donc la question du choix. Les terres arables, elles sont pas extensibles. Donc à un moment, est-ce que c'est pour produire de l'électricité, est-ce que c'est pour produire de la ressource alimentaire? Et si la ressource alimentaire alimente les biomasses, ça marche pas non plus. Donc on revient sur la question des ODD et on voit bien que finalement tout est lié et que c'est une question de choix et une question de temporalité. Donc c'est juste une alerte, c'est que finalement parfois les bonnes solutions de court terme ne sont pas les bonnes solutions de long terme. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire tout à l'heure qu'on évitait d'être au sol. On va plutôt sur des ombrières. Benjamin, Antoine, vous intervenez quand vous voulez, parce qu'on ne vous voit pas. Donc, bien évidemment, mais ne jouez pas au timide. Intervenez quand vous voulez. Benjamin, vous vouliez répondre. Non, la difficulté, c'est qu'on chaque énergie de substitution aux fossiles a ses avantages et ses inconvénients. Alors, dans les inconvénients, il y a souvent le coût, parce que tout ça coûte cher, enfin en tout cas plus cher qu'un gaz qui est à 15 € du mégawattheure, ça c'est clair. Et puis vous pouvez avoir des problèmes d'acceptabilité, des problèmes d'emprise, etc., etc. Sur la biomasse, il y a énormément de travail qui est fait par les agriculteurs en méthanisation pour créer du biogaz, par exemple, à partir de déchets agricoles. Et c'est d'ailleurs ces déchets agricoles ou ces déchets de bois, ces restes de résidus de coupe, par exemple, qui sont aujourd'hui le plus utilisés dans des chaudières biomasse qui servent à alimenter des réseaux de chaleur ou des chaufferies locales. Donc, je pense qu'on peut gérer ces sujets de conflit d'usage, agriculture pour l'alimentation, énergie, de manière intelligente. C'est d'ailleurs ce qui est fait en France, de manière beaucoup plus tempérée que dans d'autres pays, en Allemagne, où ils sont beaucoup plus actifs sur l'agriculture énergétique que nous le sommes. Antoine, vous vouliez réagir, je vous laisse la parole. La temporalité et le côté territorial. C'est aussi l'intérêt des solutions hydrogène, c'est qu'elles sont disponibles aujourd'hui. Et donc, on a besoin de développer un certain nombre de choses, et les technologies sont disponibles. Et on peut développer sur un territoire, d'où aussi l'intérêt de revenir à l'échelle territoriale. On peut développer sur un territoire un écosystème qui se développe en quelques années. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait en Vendée. On a posé la première pierre de notre usine en 2019. En 2021, on a démarré l'usine, la station hydrogène, les bus, et finalement l'ensemble de l'écosystème peut éclore finalement en 2 ans, entre la première fois où on s'est serré la main avec le syndicat d'énergie local et l'année où on a inauguré finalement la station et l'usine. Et on a fait ça en 2 ans. C'est ce que vous soulignez, c'est que la question de l'hydrogène, d'abord on a tous les éléments et ça peut démarrer assez rapidement. Il n'y a pas besoin, comme pour le nucléaire par exemple, de dizaines ou quinzaines d'années pour construire des bâtiments et une usine. C'est ça, et dans tous les cas, c'est intéressant de se poser les bonnes questions, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi agir et rapidement par rapport aux enjeux. On vous le disait tout à l'heure, il nous reste, on a à peine une dizaine d'années pour vraiment inverser la tendance, et donc il faut agir tout de suite, et si ça nécessite d'engager des investissements dans plusieurs technologies en parallèle qui toutes ont finalement des avantages en termes de réduction des gaz à effet de serre, il faut vraiment lancer les choses. Guy Ourcléby, vous vouliez réagir, parce que vous, la question des filières, pour vous, c'est vraiment le cœur de votre travail, que tout cet écosystème fonctionne. Oui. Exactement. Mon voisin de gauche parlait tout à l'heure de la biomasse. Tous nos syndicats d'énergie ont créé des SEM, des sociétés d'économie mixte, et à partir de là, produisent de l'énergie sur place. Alors ça peut être le bois, par exemple. Sur mon territoire, on est à la 23e chaufferie bois et réseau de chaleur que l'on a mis en place dans les collectivités du département. Mais sur l'hydrogène, il y a quelque chose de très important. On a un exemple qui s'est fait à La Réunion. Donc, sur un cirque qui est isolé complètement, à Mafat. À Mafat. Oui, Mafat. Bien connu des randonneurs. N'est-ce pas, avec la diagonale des fous. C'est ça. Et on produit là-bas de l'électricité parce qu'on ne peut pas accéder autrement qu'en hélicoptère ou à pied.
dans ce cirque, et en plus il est en plein milieu du parc national, donc pas de possibilité de tirer des grands réseaux avec des poteaux électriques. Et donc on a une production photovoltaïque sur le toit des petites maisons à droite à gauche, et aux périodes où on n'a pas besoin d'utiliser cette électricité, eh bien il a été créé une production d'hydrogène. Et lorsqu'il y a des périodes plus difficiles avec des ensoleillements qui varient, eh bien on utilise cette électricité pour produire cet hydrogène, et ensuite l'hydrogène est réutilisé pour produire de l'électricité. Ouais. Alors c'est la grosse difficulté, et je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord sur la question de l'électricité. En tout cas, c'est le stockage de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a rien réellement de... Alors il y a certainement de la R&D sur ces questions-là, mais qui permettent de dire je produis de l'électricité solaire, je la stocke pour pouvoir la redistribuer. On peut faire. Alors, Guy et puis peut-être après Benjamin. On peut par exemple créer des réservoirs collinaires d'eau. Des réservoirs collinaires dans des collines. On fait monter l'eau avec l'électricité qu'on produit à un moment où on n'en a pas besoin. Et ensuite, on fait redescendre cette eau dans des canalisations qui activent des turbines, et on reproduit de l'électricité derrière. C'est une solution de stockage, par exemple. Le stockage, il pose deux questions. C'est aujourd'hui le coût. Et effectivement, c'est plus efficace aujourd'hui d'interconnecter les différents pays, les différentes plates électriques, et puis se fournir lorsque c'est nécessaire, même quand c'est à des prix très élevés, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt que de devoir stocker puis déstocker l'électricité. Lorsqu'on a un réseau qui est aussi dense en Europe, et notamment en France que celui qu'on a, le stockage n'est pas forcément très compétitif. Mais surtout, ça masque le problème de la pointe. Le problème de la pointe électrique, c'est le problème de l'utilisation de l'électricité pour le chauffage des bâtiments. Lorsqu'on utilise l'électricité pour chauffer les bâtiments, en hiver, on a besoin de très grandes capacités. Ces très grandes capacités, ça nécessite de dimensionner notre parc de production de manière très importante, et c'est ce qui explique aussi nos difficultés à répondre à la demande aujourd'hui. On a parlé de la fermeture d'une douzaine de réacteurs aujourd'hui. On va revenir à 20 années en arrière en termes de production cette année d'électricité d'origine nucléaire. Et donc, c'est sûr que le sujet, c'est pas simplement la production, c'est aussi les modes de consommation de ce type d'énergie. Antoine, on va parler un petit peu de Life et de l'hydrogène vert. Comment on arrive à produire de l'hydrogène vert? Et d'abord, parce que si on n'utilise ni gaz ni pétrole, ça veut dire qu'on utilise de l'électricité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement dépendant du nucléaire, ou ça veut dire que à terme, les énergies renouvelables peuvent suppléer au nucléaire? Alors justement, l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est de remplacer les énergies fossiles par un autre vecteur énergétique. Et effectivement, il faut développer, et pas remplacer, mais développer le parc énergétique, donc avec des énergies renouvelables. Je rentre pas sur le débat nucléaire, mais au-delà du renouvellement, il faut développer les énergies renouvelables. Et pour ce faire, on arrive avec des énergies intermittentes, et on arrive au problème du stockage que vous notiez tout à l'heure. Donc effectivement, l'hydrogène apporte plusieurs choses dans ce cadre-là, et c'est ce qu'on fait donc chez Life, c'est-à-dire à partir d'énergies renouvelables. Là, sur l'usine qu'on a développée en Vendée, et sur l'ensemble des autres projets qu'on développe en Europe, on a une 60aine de projets qu'on est en train de développer en Europe sur base de parcs d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, éolien, et hydroélectricité, etc. Et donc à partir de cette énergie, qui est par nature fluctuante, intermittente, on produit de l'hydrogène, et on le laisse, contrairement au projet dont on vient de parler sur la Réunion, sous forme de gaz. Et ce gaz, qui a la capacité, lui, justement, d'être transporté, on a des réseaux de gaz qui circulent partout en Europe et partout dans le monde. On sait très bien le distribuer, on sait très bien le stocker, et on l'utilise aujourd'hui, à la fois dans l'industrie et dans la mobilité. Aujourd'hui, la plupart des villes ont des bus à gaz naturel. Il suffit de, finalement, transférer ces bus, ou avoir des bus à hydrogène, et là, on a un vecteur énergétique qui nous permet, à la sortie du pot d'échappement, d'avoir uniquement de l'eau. Donc en fait, sur l'hydrogène vert tel qu'il est produit, c'est à la fois quelque chose qui est circulaire, qui est renouvelable, et qui est aussi local, parce qu'on reste sur un territoire où, finalement, autour d'une centrale d'énergie avec des énergies renouvelables et une centrale de production d'hydrogène, on arrive à alimenter un territoire. Et ce que je veux voir, c'est la projection. La projection, c'est ce qu'on fait pour développer le marché et développer les usages. Derrière, effectivement, on se pose la question de l'augmentation des capacités d'énergie sur le territoire, et donc de l'imperméabilisation des sols, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait chez Life, c'est qu'on travaille sur l'étape d'après, qui est de développer l'hydrogène en mer.
Et pourquoi en mer? Parce que justement, si on prend sur le territoire européen, on a 11 fois plus de capacité de développement de parcs offshore éoliens que d'utilisation d'électricité sur le territoire. Ce que vous voulez dire, c'est que vous utilisez l'énergie renouvelable du vent et des éoliennes en mer parce que d'abord la source de vent est beaucoup plus constante que sur Terre, et que ça va permettre justement donc de créer ces plateformes offshore de création d'hydrogène. Exactement. Et là, on a finalement une énergie qui est quasi illimitée, le vent offshore, et qui va nous permettre de ramener, avec des technologies qui sont déjà maîtrisées, de l'hydrogène sur Terre pour remplacer les usages du gaz naturel. Et dans le contexte géopolitique qu'on voit en ce moment, on voit bien l'intérêt de récupérer une autonomie énergétique pour nos pays, et donc de s'approvisionner nous-mêmes avec notre propre énergie qu'on développe. Benjamin Frémaux, vous vouliez réagir peut-être? Oui, je pense qu'il faut faire attention on est sur un discours très, très, très commercial, c'est normal, mais je pense qu'il y a quand même des sujets de coût et d'échelle qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que encore une fois, on a des énormes besoins d'électricité, notamment d'électricité décarbonée en France, pour le transport demain, pour l'industrie. Si on s'amuse à le transformer d'une manière ou d'une autre sous forme gazeuse pour le réinjecter dans des réseaux pour chauffer ensuite des bâtiments, c'est pas sûr que ce soit le moyen le moins coûteux. Le moins coûteux. Ce sera une solution, mais ce sera pas forcément la moins coûteuse. Exactement. Donc je pense que cette solution fera partie du bouquet énergétique, notamment dans l'industrie où l'hydrogène est absolument indispensable au process, mais ça peut pas être la solution magique à tout. D'ailleurs, ce que vous me disiez, la question de la rentabilité, ce que vous me disiez d'ailleurs au moment des agropelés, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une énergie renouvelable à 100% parce qu'à un moment donné, on n'est pas et là vous parliez de votre société IDEX, on ne peut pas faire du 100% renouvelable parce que on aurait une chaleur qui reviendrait trop cher. Donc il faut trouver des mix entre les deux. Encore une fois, une société comme IDEX répond aux appels d'offres publics pour fournir de la chaleur renouvelable, notamment aux métropoles et aux villes. Plus les élus vont vers du renouvelable, plus il faut qu'ils acceptent aujourd'hui des solutions plus coûteuses. Et souvent, dans les projets qui émergent, il y a un mix de renouvelables et de gaz, notamment en backup, en soutien, s'il devait y avoir des problèmes d'approvisionnement, parce que c'est des moyens qui sont objectivement très flexibles et peu coûteux quand le prix du gaz est à des niveaux relativement faibles. Et donc, moi, je pense qu'il faut se méfier des solutions magiques. Aujourd'hui, en énergie, il n'en existe pas. Il va falloir trouver des compromis entre du prix, des sujets d'acceptabilité, et des sujets de constante de temps, et faire croire qu'il y aurait une baguette magique qui suffirait d'aller la chercher pour résoudre nos problèmes, à mon avis, c'est une mystification. Antoine, est-ce que vous voulez répondre ou réagir à ce que vient de dire Benjamin ? Bien sûr, je pense que c'est ce que j'ai dit en introduction, hein. Il n'y a pas de solution miracle et on prétend pas avoir une solution miracle. Mais c'est une solution, parmi tant d'autres. Qui est disponible parmi tant d'autres, exactement, et qui va répondre à une partie du besoin. Et le problème, ce serait de focaliser uniquement sur l'électricité, qui est que 20 à 30% du problème. C'est les 70% qu'il faut attaquer aussi. Et cela, il y a la possibilité d'électrification d'un certain nombre d'utilisation d'énergie aujourd'hui, mais on n'atteindra pas les 100% d'électrification. Il faudra un vecteur énergétique, et c'est pas un miracle. Et là où je m'inscris un peu en faux, c'est sur les coûts. C'est-à-dire qu'à un moment, aujourd'hui, les développements de parcs offshore atteignent des prix qui sont largement compétitifs par rapport au nucléaire, et les évolutions de prix des équipements de production d'hydrogène montrent qu'on va atteindre une parité dans les 10 ans qui viennent. Allez, on arrive au terme de cet échange des dossiers. Juste une question à nos 4 invités, allez, puisqu'ils sont 4. C'est un peu la question, je ne vais pas dire la question piège, mais c'est la question, moi, président, quelle serait la mesure que vous mettriez en place dans les 100 jours que vous auriez à votre disposition? Allez, Guy, je commence par vous. Vous êtes en face de moi. Déjà, une première chose, comme on tient absolument à utiliser de façon... en quelques mots rapides. De proximité la production d'énergie pour ensuite la transporter sur nos réseaux électriques là où ils vont être consommés. Donc une production locale pour une consommation locale. Ça serait de simplifier un petit peu les démarches administratives. Donc simplification administrative du côté de puis trouver des solutions pour que l'accessibilité soit et l'acceptabilité soit favorisée. Pour vous, Benjamin?
Je pense qu'il faut massivement aider les collectivités, notamment les plus petites, On n'a pas parlé de l'égalité des territoires, mais vous avez raison. À lancer leurs projets, notamment de réseaux de chaleur renouvelables, parce que c'est des villes qui sont totalement oubliées de ce type de politique, qui n'ont aucun moyen alternatif aujourd'hui au gaz pour se chauffer, et ça, c'est indispensable. Antoine, vous, moi, président, qu'est-ce que ce serait ? Et puis je terminerai avec vous, Nils. Je pense qu'il déverrouiller tout ce qui bloque le développement des énergies renouvelables aujourd'hui, et qui fait qu'on a des parcs qui ont 10 ou 15 ans de retard par rapport à ce qu'on a dans les autres pays européens. Et pour vous, Nils ? Changeons les comportements, l'énergie la moins chère, celle qu'on ne consomme pas, donc on ne produit pas. Très bien, merci à tous les 3,5 avec Nils qui est intervenu. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. On a un peu de retard et je m'en excuse avec notre invité qui va suivre. Open Space, Maxime Dupont. Voilà, on le retrouve, il est là, il est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à préparer notre futur, c'est ça ? Tout à fait Patrick, je vais vous annoncer les emplois dont le nombre va progresser radicalement dans les 10 prochaines années pour vous permettre de choisir la voie dans laquelle vous réorientez s'il vous venait des envies de quitter le journalisme. Alors pas du tout, mais je suis certain qu'un certain nombre de nos auditeurs se posent la question de leur avenir professionnel et pour cela nous vous écoutons Maxime. Alors voici donc la liste des 10 emplois dont la croissance sera la plus importante dans les années à venir. Alors je vous préviens, il n'y a pas que du pur glamour. On y va. Numéro 1, technicien en éolienne. Numéro 2, infirmier. Numéro 3, installateur de panneaux solaires. Statisticien. Assistant médical, analyste en sécurité informatique, aide à domicile, responsable de service médical et puis dernier en position numéro 10, les fameux data scientists. Alors vous nous avez donc donné ce classement en fonction de leur taux de croissance dans les années à venir. Qu'en est-il en nombre absolu ? Eh bien, en nombre absolu, vous le savez, vous vous en doutez, je suis sûr, ce sont les aides à domicile et les aides médicaux qui vont venir s'occuper de toute la génération qui arrive à la retraite, qui vont représenter le plus grand nombre de créations d'emplois. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Maxime, de cette évolution ? Alors bien sûr, on voit l'émergence des nouveaux modes d'énergie, mais on voit surtout les énormes besoins en emploi pour la médecine et l'accompagnement du grand âge, avec des centaines de milliers de créations d'emplois à venir. La grande question étant de savoir si ces emplois seront suffisamment attractifs et suffisamment rémunérés pour permettre à toute une partie de notre économie de passer d'un monde de services tertiaires plutôt dans des bureaux ou des commerces à un monde de services à la personne, chez les gens, chez vous et chez moi. Et qu'en est-il des jobs qui vont disparaître, Maxime ? Eh bien, il s'agit surtout d'emplois administratifs qui vont être remplacés par des logiciels, d'emplois très manuels où les machines vont continuer à prendre le relais, tout comme énormément d'emplois dans les magasins, puisque tout un monde de commerce est en train de disparaître, celui des magasins sous l'effet de l'irrésistible ascension de l'e-commerce. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette aventure futuriste ? Eh bien, il semble qu'on ait d'un côté beaucoup d'emplois très demandeurs en qualification, dans les nouvelles technologies en particulier, et de l'autre énormément qui sont peu exigeants de ce côté-là, dans les services à la personne. Il faudra donc à la fois produire un effort d'éducation supérieur à des coûts élevés, et de l'autre, basculer toute une partie des emplois vers des services qui demandent beaucoup de qualité personnelle et de générosité, mais moins de qualification professionnelle. Or, notre système actuel a toujours énormément de mal à dissocier qualification et rémunération. Ce que cette évolution des emplois dessine donc en filigrane, c'est sans doute, hélas, un accroissement des inégalités, un nouvel accroissement des inégalités. Eh oui, c'est terrible tout ça. On parlait de panneaux solaires. C'est justement l'objectif de nos 7 minutes pour changer le monde, puisqu'on va aller partir découvrir une entreprise qui s'appelle New Heat, et non pas le nouvel hit du top 50, Maxime, vous l'avez bien compris, mais New Heat, oui. H-E-A-T, les nouvelles formes de chaleur, et comment aujourd'hui une entreprise, une TPE, une PME, une ETI peut permettre de se chauffer, de fournir en électricité et en énergie ce dont elle a besoin. C'est ce qu'on va voir avec New Heat. D'ici quelques instants, merci Maxime, et pas la semaine prochaine, en vacances ? Eh oui, en vacances la semaine prochaine. Allez, dans 2 semaines. À dans 2 semaines, Maxime. À très bientôt. Tout de suite, nos 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, nos 7 minutes pour changer le monde, et on retrouve Hugues de Fréville. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de votre entreprise. New Heat, on parle d'énergie depuis le début. Si vous ne l'avez pas compris maintenant, vous le savez. On parle d'énergie, on a parlé hydrogène, on a parlé développement durable, énergie renouvelable. Et vous faites partie de ces sociétés qui travaillaient la question de l'énergie renouvelable via la chaleur solaire. Comment est né New Heat exactement, Hugues ?
Alors exactement, on parle de chaleur renouvelable et j'ai vu effectivement dans les intervenants précédents notamment la société IDEX qui est également parlé chaleur, donc je pense que déjà il y a eu une bonne introduction sur le sujet. Donc Newit, on est une société qui est créée depuis maintenant 6 ans et l'idée était justement de produire de la chaleur renouvelable. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où on parle beaucoup de l'électricité renouvelable, on voit beaucoup de projets éoliens, solaires, photovoltaïques, mais le solaire thermique et les grandes centrales solaires thermiques, il y en avait pas en France et c'est ce qu'on s'est dit avec mon associé, pourquoi ne pas devenir un développeur producteur de grandes centrales solaires thermiques pour fournir de la chaleur renouvelable à nos clients. Alors quand vous dites chaleur renouvelable, c'est vraiment de la chaleur pour chauffer les bâtiments, c'est de la chaleur, c'est pas de l'électricité, hein, c'est ça, il faut bien différencier les deux. Exactement, on parle bien d'eau chaude ou d'air chaud, enfin vraiment de calories. Donc en pratique, un panneau solaire thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est une tôle noire qui chauffe au soleil, à l'arrière de laquelle on va faire circuler de l'eau dans un serpentin en cuivre, et l'eau va se réchauffer. Donc c'est vraiment de l'eau chaude qu'on va livrer à nos clients. Alors qui sont nos clients ? On a 2 grandes catégories de clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que Newit, vraiment, on se focalise sur les grands consommateurs de chaleur. Les très grands consommateurs, vous en parliez un peu tout à l'heure, c'est les sites industriels pour les besoins des procédés, et de l'autre côté, les villes, les bâtiments, les logements pour se chauffer et avoir de l'eau chaude sanitaire chez soi. Donc Newit, on intervient sur ces 2 segments-là, et on a des références dans ces 2 segments-là. Donc côté site industriel... Pardon. Oui, c'est vrai. Quels sont vos clients du côté industriel Alors côté industriel, aujourd'hui, typiquement, on travaille sur une papeterie. On a un projet également qui tourne sur une malterie. Alors une malterie, qu'est-ce que c'est ? C'est une usine qui vient sécher l'orge qui est maltée, qui vient sécher pour produire du malt. Et on parle d'une usine qui sèche à 80 degrés 200 000 tonnes de malt par an. Donc on est vraiment sur une production massive. Donc là, avec un fort impact énergétique par le biais de la chaleur renouvelable. Parce que c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de chaleur renouvelable, ils auraient été obligés d'utiliser du gaz ou d'autres technologies. Des énergies fossiles. Aujourd'hui, la chaleur en France, c'est à 80% des énergies fossiles. Du gaz, du fioul et du charbon. Voilà, donc pour résumer. Et les 20% restants, c'est du renouvelable. C'est du renouvelable, mais on est vraiment sur la petite partie. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la priorité en France, la chaleur renouvelable. On a la chance d'avoir une électricité qui est déjà très décarbonée, mais la chaleur, qui est 2 fois plus de consommation d'énergie que l'électricité en France, c'est à 80% des énergies fossiles. Et alors, parce que vous dites que vous vous intéressez donc aux municipalités, aux métropoles, aux entreprises, aux PME, mais souvent le particulier est mis un peu de côté dans ces démarches-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est mis de côté parce qu'on ne sait pas comment le rejoindre, ou est-ce qu'il est mis de côté parce que finalement son impact énergétique est finalement assez mineur par rapport aux autres acteurs auxquels vous vous adressez ? Alors, les particuliers n'ont pas du tout un impact négligeable, et nous, on les adresse via des réseaux de chaleur urbains. Donc, l'interlocuteur précédent aussi en parlait. Un réseau de chaleur, c'est vraiment alimenter un quartier ou une ville avec de la chaleur. Et c'est pour nous, notre vision chez Newit, c'est que c'est via ces réseaux de chaleur-là qu'on peut décarboner cette chaleur, qu'on peut faire des moyens de production renouvelables compétitifs. L'idée, c'est qu'on va faire des moyens de grande dimension, donc des moyens, on va dire, centralisés, qui vont pouvoir être compétitifs justement de par leur taille, et donc alimenter tout un quartier, toute une ville en chaleur renouvelable. Et c'est ça l'alternative, plutôt qu'avoir chez soi un chauffe-eau électrique, une chaudière gaz ou une chaudière au fioul. Et donc là, on parle bien des particuliers. Donc nous, Newit, on va pas directement fournir nos solutions, échanger, prospecter du particulier, mais vous allez avoir des grands donneurs d'ordre finalement qui vont après répartir cette chaleur sur un certain nombre de particuliers. Quel est pour vous l'enjeu à relever sur les 5 prochaines années, puisqu'on est en période d'élection présidentielle, même s'ils ont fait une petite pause depuis quelques jours? Exactement. Donc clairement, c'est accélérer ce développement de la chaleur renouvelable, c'est développer des réseaux de chaleur, et c'est apporter un soutien accru. Parce qu'aujourd'hui, l'électricité renouvelable, c'est 7 milliards d'euros d'aide publique par an. La chaleur renouvelable, on a très peu de soutien. On en a 20 fois moins. On est à moins de 300 millions d'euros par an, par exemple, sur le fonds chaleur, qui est le principal outil qui nous permet d'être compétitifs, qui subventionne, qui vient aider nos projets. Et on voit que
alors que l'enjeu est beaucoup plus important en termes de décarbonation. Donc là, il faut revoir la politique énergétique française. Et aujourd'hui, dans les panels de solutions de chaleur renouvelable, la chaleur solaire aujourd'hui, on est en train de prouver qu'elle a une place qui peut être importante. Vraiment, la chaleur solaire, c'est une production de chaleur sans émission de particules, sans combustion, qui est complètement sous-exploitée. Merci beaucoup Hugues d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On a bien compris que la chaleur solaire était un petit peu le parent pauvre de ces énergies renouvelables. Mais en vous entendant, je suis sûr que les choses vont bouger. Et vous avez un syndicat, Enerplan, qui fait beaucoup de travail là-dessus. Il le fait bien, d'ailleurs, je le souligne, pour les connaître un petit peu. Merci beaucoup à tous d'avoir été les invités de l'Écho des solutions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, autre sujet, autre enjeu pour les présidentielles, c'est les villes, les petites villes de demain, les villages. Comment peuvent-ils être des leviers pour la relance ? C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités la semaine prochaine. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, écoutez en podcast ces émissions. Vous pouvez les réécouter et les retrouver sur l'ensemble des plateformes. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.